Écoutez, jusqu'à maintenant, j'ai écrit des livres essentiellement à propos de la musique, à propos de gens que j'ai connus. J'ai écrit des romans dont le cadre était par hypothèse dans un Proche-Orient géographiquement, mais historiquement très lointain et à peine datable, de sorte de donner une couleur, pour ainsi dire, mythique à cet Orient. Et pendant longtemps, j'ai reculé le moment de passer à, de passer à l'acte, comme je voulais le faire depuis très longtemps. Et je vais vous dire, à cause précisément de ce moi qui était en train de grandir pendant ces années difficiles en Orient, je m'intéressais trop à moi-même et je me disais qu'il fallait que les gens s'intéressent à moi et au parcours quand même très à part, je ne veux pas dire exceptionnel, mais très à part, marginalisé et un petit peu indésirable finalement, qui a été le mien pendant 15 ans d'enfance avant la guerre et pendant la guerre, en Turquie d'abord, d'où nous avons été, je ne dirais pas expulsés, mais poussés dehors. Et ensuite au Liban, où les circonstances, qui étaient la guerre générale, produisaient une espèce de paix que le pays ne connaît pas normalement. Il m'est apparu finalement, et d'ailleurs mes romans le montraient suffisamment, enfin tout le reste de mon travail le montrait suffisamment, c'est l'Orient que je voulais montrer dans mes romans, l'Orient sans doute dont on ne sait plus s'il est historique, s'il est légendaire, en qui le passé et le présent de toute façon se confondent tellement, qui vit tellement dans les récits des plus anciens qui sont encore là, qu'on ne peut pas dire ce qui est actuel et ce qui ne l'est pas. Et un jour, je me suis aperçu que ce qui m'intéressait, ce n'était plus moi, le petit garçon hasardé, voilà, qui aurait voulu qu'on s'intéresse à ces petites affaires, à ces petits problèmes, en un sens qu'on ait pitié de lui, qu'on ait enfin pitié de lui. Il avait cessé de m'intéresser, et ce qui continuait à m'intéresser fondamentalement et essentiellement, c'était cet Orient, dans lequel je suis né, que j'ai vu mourir. Je veux dire, je suis né à Smyrne 8 ans après ce que les Grecs continuent à appeler aujourd'hui la catastrophe. Et je suis né dans cela, dans les cendres encore fumantes en un certain sens. Et je suis né dans le fait que nous étions nous-mêmes des exilés, en un sens des apatrides, en cet Orient, où longtemps les Français avaient été, je ne dirais pas prépondérants, mais enfin bienvenus, accueillis à bras ouverts, et d'ailleurs en quelque sorte garants eux-mêmes de la paix, de la civilisation, tout ce que vous voudrez d'autre, contre les persécutions venues d'ailleurs. Et je me suis trouvé dans la position extravagante d'être moi-même d'une certaine manière, quoique français, persécuté au moment où le prestige de la France baissait. Il n'est pas normal, il n'est pas courant que dans les années 1930-1940, dans cette décennie exactement, un petit Français, même vivant à l'étranger, puisse se sentir lui-même indésirable. Je ne vois pas en quel lieu du monde cela est arrivé à un petit Français. De par les origines de ma mère et le fait que mon père, lui, s'était en quelque sorte exporté ou déporté lui-même de sa France natale, où il était vraiment très anciennement français, très enraciné français. Il y a un hôtel Tubeuf quelque part dans Paris qui est du XVIIe siècle. Je veux dire, il y a un établissement de la chose là-bas. Mais pour des raisons que je n'ai jamais comprises, ces racines, qui étaient des racines réelles, il n'avait pas voulu les transporter avec lui. Et du côté de ma mère, eh bien, il n'y avait pas de racines du tout. Il y avait l'Orient qui, à lui seul, est une espèce de grand réseau. Et tout ce qu'on veut qui vous retient, qui vous prend dans ses bras, dans ses rameaux, dans sa diaspora de Levantin ou de Levantin chrétien. Mais à proprement parler, il n'y a pas de racines. Les gens ne sont pas propriétaires, n'apprennent pas à désirer être propriétaires, et quand ils sont propriétaires, ils sont expropriés par la guerre. Toutes ces raisons font que quand il y a une guerre qui vient, une petite guerre de frontières qui vient de passer par là, les frontières sont déplacées, les maisons sont expropriées, les domaines
sont dispersés, délapidés, et ce qu'on oublie le plus souvent en France, enfin, qui est un pays qui ne se prête pas tellement à cela, quand au dernier moment on se dit bon, j'ai bâti quelque chose qui tient, les Bulgares ne l'ont pas pris, les Roumains ne l'ont pas pris, derrière les Bulgares et les Russes ne sont pas venus finalement pour prendre le reste, eh bien c'est le séisme qui vous le prend. Voilà, il y a les tremblements de terre, il y a cette espèce d'effondrement du sol lui-même. Bon, c'est pas grave. Cela fait des siècles et des siècles que tout le monde vit avec cela, sourit, euh, continue, se perpétue, tâche de vivre de la même manière, contre les tribulations et contre les circonstances. C'est cela qui est éternel dans cet Orient tel que je l'ai connu, à la fois ce caractère constant de la tribulation et ce caractère tenace de l'espérance, de la confiance en la vie, qui est une espèce d'optimisme qui est tout le contraire d'un fatalisme, vous savez, d'un kismet, d'un à quoi bon, c'est tout à fait le contraire. On rebâtit quand même un peu, mais on ne bâtit pas ambitieux, on ne bâtit pas de manière à défier les forces du ciel et de la terre, ni à plus forte raison les forces de la politique qui, elles, beaucoup plus rapidement, comme l'histoire l'a montré depuis, nous apprennent à savoir que tout peut ficher le camp. Bon, je me suis trouvé devoir quitter cet Orient une première fois à 3 ans, et je me suis dit que c'était peut-être définitif, et puis non, parce qu'à cet âge-là, on ne peut se dire rien de tel. Mais nous y sommes retournés après quelques semaines ou quelques mois à peine d'interruption. Mon père avait tout son travail en Turquie, il connaissait la langue, il fallait qu'il y reste. Nous y sommes donc retournés, et de toute façon, je veux dire, pour ma mère et pour nous, elle, née dans l'île de Crète, et nous, mes 2 frères et moi-même, nés à Smyrne, enfin, voilà, c'était retourné d'une certaine manière au pays natal où il y a encore ces vieilles dames qui vous ont bercé, qui vous ont appris des chansons, qui vous ont appris des histoires, qui parlaient le français mieux que les Français qui vivent en France, et qui parfois patoisent, ou vulgarisent la langue, alors que là-bas, elle était gardée avec une espèce de propreté, une espèce de poésie, voilà, qui appartient au passé, mais la chose n'en est que plus noble et davantage digne d'être gardée. Alors, quand nous sommes ainsi retournés en Turquie, nous avons passé sur le bord de la mer Noire 5 années absolument enchanteresses, et tout à fait à part, parce que la côte de la mer Noire, ce n'est pas du tout un pays touristique comme l'Ionie, comme le pays de Smyrne, évidemment, de naissance et depuis toujours, avec ses merveilles du monde, avec son golfe de Smyrne, avec la Diane d'Éphèse, etc., etc. Là, c'est simplement l'aridité d'Anatolie, le pays minier, la mer Noire, qui n'est pas noire, mais qui est bleue et qui est glacée, et qui n'est pas salée, parce qu'elle est alimentée par des fleuves. Et nous étions là, dans une espèce d'exterritorialité, quelques familles françaises avec pas mal d'enfants, isolés en quelque sorte sur un plateau, par la décision de qui, je ne sais pas, mais enfin isolés sur un plateau, les ingénieurs entre eux, par conséquent les enfants entre eux. Et là-dedans, 2 catégories très spéciales. Ceux qui parlaient la langue du pays, qui étaient nés dans le pays, qui n'étaient pas du tout désireux de repartir le lendemain, c'est-à-dire nous les Tubeufs. Et puis les autres, ceux que depuis l'enfance j'ai appris à appeler les Français de France. Ceux dont les parents étaient ingénieurs des mines, qui sortaient du corps glorieux de l'école des mines, qui avaient fait un petit séjour en Sarre où ils n'avaient pas appris l'allemand, ou au Maroc où ils n'avaient pas appris l'arabe, où ils avaient peut-être apporté un tapis et c'est tout. Ils venaient faire un petit stage de 4 ans peut-être, 3 ou 5 au maximum en Turquie, et en repartiraient ayant bien avancé dans leur carrière, qui allait se terminer de toute façon à Paris. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une sensibilité et une sensualité orientale n'ont rien à voir avec une sensibilité spécifiquement
française, la France représentant à cet égard quelque chose de relativement pointe et très particulier dans ce qui serait occidental en général. S'il y a une raison orientale très évidente, enfin, dans la mesure où à la fois le monde grec et le monde arabe y appartiennent, quoique de façon très différente, pour ne pas parler à sa manière d'un monde juif immémorial, et où Dieu sait que la raison et le raisonnement sont présents. Et c'est chacun de son côté, et je dirais plus on insiste sur ces éléments, plus s'aperçoit la différence. Mais ce n'est pas en termes de sensibilité, en termes de raison que je poserais plutôt cette dichotomie. C'est plutôt au sens du pouvoir et au sens du besoin d'acquérir cette ctésis qu'il y a tout de suite dans la République et qui représente enfin cette façon de s'approprier et cette ambition d'avoir et de pouvoir qui est à peu près à la base de tous les maux humains. L'Occident a inoculé cela en l'Orient, en le civilisant un peu ou en croyant le civiliser et le protéger. Il y a eu une façon de romaniser, de juridiser, de légaliser. Il y a comme un principe de raison qui, d'Occident, a débordé sur l'Orient, mais qui par lui-même me semble étranger à l'Orient où tout est ouvert. Un homme, un esprit humain, une sensibilité humaine, une incarnation humaine, fragile, exposée précisément au péril, et en rien ces principes organisateurs et acquisiteurs et possesseurs, qui me semblent au contraire la marque de l'esprit occidental. Mais cette terre n'avait jamais été la même. La terre dans laquelle je suis né, dans laquelle je suis né prenant le parti des Grecs, qui se sont fait assassiner avec les Arméniens lors du désastre de Smyrne, enfin qui est la chose, pour moi, fondatrice de ma propre existence. Ces Grecs étaient les mêmes qui avaient brûlé, incendié, et d'abord trahi Troie. Le même forfait se perpètre et se perpétue. Et les uns qui sont bourreaux ont commencé par être victimes, et il y a une espèce de grande balance dans ces choses-là, qui vibre depuis des siècles, et des millénaires. C'est vieux comme l'Iliade. Et rien de cela n'a été changé. Je veux dire, j'ai appris le côté inguérissable de cela dès mon enfance. Ce que j'ai vu depuis, je l'ai vu recommencer il y a 50 ans. Et cela me désole, mais je ne peux pas dire que cela me surprenne. Le pays, tout ce monde-là a été habité de telle manière qu'il n'y ait pas assez de place pour chacun, sa maison, ses affaires, son idéal, l'idée qu'il se fait de l'avenir, les racines qu'il a dans le passé. Il y a trop peu de terre aujourd'hui pour tellement de diversité et tellement de mouvements. Et c'est le même malheur depuis Troie. Je n'ai jamais vu qu'il ait été guérissable nulle part. Et ce n'est pas en Orient, terre qui apprend le sourire à ses enfants en même temps qu'elle leur apprend la vie. Ce n'est pas en Orient que cela risque, hélas, de se pacifier d'un seul coup d'espérance. Qu'est-ce que je peux dire ? J'ai vu la chose se faire. Je peux dire simplement, voilà, que je l'attendais depuis toujours et que dans ma petite personne et dans ma propre personne, d'enfance, je l'avais ressenti. Et à ma manière, j'en avais payé une part, qui est comme depuis toujours l'expiation de Troie. C'est aussi l'expiation de la mort du Christ. C'est toutes les expiations se rejoignent, n'est-ce pas ? Mais c'est terrible que dans si peu de terre, tellement de principes religieux se soient trouvés confrontés